membres du panel. Ladies and gentlemen, please welcome founder and chairman of the New York Forum. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir maintenant le fondateur et président du Forum économique de New York, Monsieur Richard Attias. Thank you, John. Thank you. Merci, John. Merci à tous les membres du panel, en effet, pour ce débat très inspirant. Pour les prochains 15 minutes, je serai avec mon ami Carlos Lopez, qu'on ne présente plus, mais qui est le patron de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Carlos est originaire de Guinée équatoriale. Il nous a déjà... de Guinée-Bissau, excuse-moi, je pensais à notre ami Raphaël. Excuse-moi. Et d'ailleurs, qui vient d'avoir un nouveau chef d'État. Peut-être qu'on pourra en parler si on a 2 minutes. On va passer 10 minutes de conversation et puis pendant 5 minutes, vous allez pouvoir poser quelques questions à Carlos, dont on a vu déjà hier à la session d'ouverture combien il était inspirant et passionné pour le continent. D'ailleurs, hier, Carlos, vous disiez l'Afrique, nous avons des vents favorables pour l'Afrique, mais encore faut-il en profiter. Alors comment le vaisseau amiral Afrique peut concrètement profiter de ces vents favorables? Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas faire que des sessions qui s'enchaînent et qui disent tout est formidable, les financements sont là, il y a la croissance, etc. Concrètement, comment est-ce qu'on va aller vers un futur concret, positif, avec des vrais résultats? Alors, moi j'aime commencer d'abord par la question démographique, parce qu'on en parle beaucoup. Mais à mon avis, l'aspect... C'est un des vents favorables, la démographie? C'est un des vents favorables s'il est bien utilisé, comme tous les vents favorables. S'ils ne sont pas bien utilisés, donc on perd beaucoup d'opportunités. Mais la démographie est très intéressante parce que quand Jean-Jacques Rousseau, il y a 250 ans, parlait du contrat social, en effet, il faisait la description de ce qu'on appelle aujourd'hui développement durable. Parce que c'était la relation entre l'homme et la nature. C'était la question de la solidarité et il parlait surtout de la façon dont la solidarité devait évoluer du niveau familial vers le niveau, disons, de la nation. Aujourd'hui, si on prend en considération les principes qu'il énonçait, on parle de solidarité intergénérationnelle. Et cette solidarité, dans l'avenir, va se faire entre les jeunes et les plus âgés, mais au niveau mondial, plus au niveau d'un pays. Ce qui veut dire que le continent le plus jeune du monde, ce sera l'Afrique, bien sûr, doit faire un pacte, un contrat social avec le reste du monde. Parce que le reste du monde, en grande majorité, sera beaucoup plus âgé. Mais qui sera le Jean-Jacques Rousseau africain alors? Qui peut conduire ce pacte? Je ne sais pas, mais je pense que c'est vraiment une façon d'énoncer d'abord les opportunités qui se présentent du point de vue des méga-tendances, mais aussi des difficultés que nous aurons à établir une relation entre l'Afrique et le reste du monde qui sera complètement différente. Parce qu'aujourd'hui, on criminalise la migration. Les migrations ont toujours été partie du phénomène humain. Alors il va falloir voir comment on peut en profiter et il y a des possibilités de le faire. Par exemple, en ce qui concerne l'Afrique, ce sera très intéressant de rapatrier ces talents, comme l'ont fait les Chinois, comme fait actuellement l'Inde. La diaspora doit rentrer. La diaspora doit, non pas nécessairement rentrer physiquement, mais elle doit rentrer en termes de talent, de participation, de capitaux. Plus engagés dans le continent. Et surtout de connexion. De connexion. En vous écoutant très souvent, Carlos, vous avez un fer de lance dont je suis aussi intimement convaincu, et j'aimerais qu'on en parle pendant quelques minutes. Vous dites « l'Afrique doit s'industrialiser ». Et s'industrialiser, pas qu'avec des projets titanesques, pharaoniques et colossaux, mais ce n'est que comme ça qu'on créera quelque chose de durable, pour reprendre le mot de Rousseau, et aussi pour créer des emplois. Est-ce que vous pouvez développer concrètement comment est-ce que l'Afrique ou certains pays africains doivent lancer ce processus d'industrialisation? On le voit, l'Europe a beaucoup perdu de ses industries, les États-Unis ont beaucoup perdu de ses industries, tout le monde parle de back to manufacturing. La Chine a merveilleusement réussi grâce à son industrialisation. Comment l'Afrique doit s'industrialiser?
Ce n'est pas une coïncidence si on dit pays développé et pays industrialisé. Disons, c'est une façon simpliste de mettre le doigt sur l'aspect le plus important de ce qu'on appelle la transformation économique. Le passage de la basse valeur ajoutée vers la grande valeur ajoutée, le passage de la basse productivité vers la grande productivité. Et quand l'Europe a eu sa révolution industrielle, commencé par l'Angleterre, il y avait vraiment des éléments favorables pour cette industrialisation. Et parmi ces éléments, j'aime dire qu'un des plus importants, c'était les matières premières africaines, déjà à l'époque, qui étaient un coût de production relativement bas par rapport aux autres coûts de production. La réalité de l'Afrique, c'est que nous sommes très loin de la révolution industrielle européenne en termes historiques, mais on est toujours dans le même modèle. C'est le modèle de produire des matières premières non transformées pour l'industrialisation des autres. Ce qui veut dire que l'Afrique a d'abord propulsé la révolution industrielle européenne, ensuite elle a propulsé la révolution industrielle de beaucoup d'autres. Et on peut même dire actuellement de l'Asie, puisqu'on parle beaucoup de la faim que la Chine peut avoir de nos matières premières. Il va falloir changer de modèle. Nous avons des éléments très intéressants pour changer le modèle. Le premier aspect, c'est le fait que nous connaissons maintenant la valeur des matières premières et nous savons que nous perdons énormément dans les transactions qui sont faites, même sans ajouter l'aspect transformation, rien que la valeur de ce qui est exporté. Et donc, si on négocie mieux, si on fait des contrats qui sont beaucoup... Oui, c'est la question que j'allais poser. C'est parce qu'on ne négocie pas très bien? Terrible. On se laisse quoi? Imposer un diktat? Ce n'est pas nécessairement un diktat, c'est de l'ignorance, c'est de l'amalgame, c'est de la corruption, c'est un tas d'éléments, ce n'est pas seulement du diktat. Donc il y a beaucoup de responsabilités africaines dans la mauvaise négociation. Dans la mauvaise négociation. Mais ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que nous pouvons propulser notre industrialisation avec des énergies renouvelables. Donc nous pouvons avoir une proposition pour le monde qui prend en compte les changements climatiques parce que nous avons un potentiel qui est le plus large du monde en termes d'énergie renouvelable. Rien que le potentiel hydro, on utilise seulement 5% de ce que peut offrir l'Afrique. Avec 3% de l'énergie solaire du Sahara, on peut fournir de l'énergie pour toute la consommation européenne. Donc, nous avons 3%. Donc, nous avons vraiment un potentiel gigantesque. On y reviendra tout à l'heure, je crois, avec on commence maintenant le projet marocain de ces fermes solaires incroyables qui se développent. Voilà, et ça, c'est juste le petit début. C'est une goutte d'eau. Nous avons le géothermique, etc. Et le troisième aspect, c'est que nous ne sommes pas mariés à une plateforme technologique spécifique. Donc, nous pouvons faire le saut vers des technologies performantes, plus clean, plus propres. Et nous avons déjà beaucoup d'éléments du point de vue de la connaissance technologique pour pouvoir effectivement produire d'une façon différente. Et comme cela a été dit hier, la technologie, on peut l'acquérir. C'est M. Rebrad qui disait ça. Donc, il n'y a pas de problème. S'il y a le capital, on peut acquérir n'importe quelle technologie. Et le quatrième aspect, peut-être le plus important, c'est que les pays qui ont, depuis à peu près 20 ans, fourni la grande masse de produits de consommation pour le monde industrialisé, sont en panne dans leur modèle parce que les demandes sociales commencent à monter, notamment en Chine, et il y aura besoin, pour la basse valeur ajoutée, de transférer cette production industrielle vers d'autres destinations. Et là, l'Afrique se présente comme une destination avec beaucoup d'attractifs. Idéal, oui. Et finalement, le dernier aspect, c'est que l'industrialisation est la seule réponse aux problèmes d'inclusion, aux problèmes sociaux d'Afrique, parce qu'elle est la seule qui peut générer des emplois dans la quantité et dans la qualité nécessaires. Juste une petite illustration de ce que vous dites. J'ai été frappé à Kigali il y a 48 heures aux Assemblées Générales de la BAD. J'écoutais un exemple concret de ce qui s'est fait en Éthiopie, où une jeune entrepreneuse chinoise, vous étiez sûrement dans la salle, je la connais. a raconté finalement une
l'illustration de ce que vient de dire Carlos, c'est l'Éthiopie était l'un des premiers exportateurs de cuir vers la Chine, et tout d'un coup, un conseiller leur a dit « mais ce cuir, finalement, il va où? Il va en Chine, il fabrique des chaussures qu'il vous renvoie en Afrique. Et donc, pourquoi ne pas transformer déjà le cuir chez vous avec des compétences chinoises au début qui formeront ?» Et nous en sommes aujourd'hui, 1 an après, 400 employés à Addis Abeba qui fabriquent des chaussures, lesquelles, elles, maintenant, sont exportées vers la Chine. Et donc, c'est assez intéressant comme modèle extrêmement concret qui a démarré avec pas beaucoup de capitaux. Un dernier point avant qu'on prenne une ou deux questions, Carlos. On a souvent le cliché de l'Afrique qui bénéficiait, pour son développement, d'aide. Et puis là, tout d'un coup, on demande à ce qu'il n'y ait plus tellement d'aide économique. Mais qu'est-ce qui va se substituer financièrement pour faire un lien avec ces flux de capitaux à l'aide économique traditionnelle dont l'Afrique bénéficie? Tout d'abord, il faut dire que l'aide au développement, qui est en décroissance, s'est concentrée sur un certain nombre de priorités sociales qui sont importantes pour le continent. Il ne faut pas nier, mais qui ont fait beaucoup de dégâts aussi. Prenons le cas de l'agriculture, juste pour donner une illustration. Nous avons à peu près 1,5 milliard de dollars qui sont investis dans l'agriculture africaine depuis une vingtaine d'années par l'aide au développement, juste par l'aide au développement. Et le tonnage par hectare qui est produit comme, disons, indicateur de productivité africain n'a pas bougé pendant 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est une aide qui est concentrée sur la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas une aide qui est là pour utiliser l'agriculture comme un domaine économique d'activité. Donc ce n'est pas l'aide qui va transformer l'économie agricole africaine. Et donc nous avons des résultats semblables dans beaucoup de domaines, mais il y a aussi beaucoup de bien qui a été fait par l'aide. Aujourd'hui, l'aide vraiment, c'est très peu. 50 milliards de dollars pour l'Afrique. Pour tout le continent? Tout le continent. Rien que on vient de quel chiffre? On vient d'un chiffre que dans les meilleures époques était de 70, pas plus que cela. Pas davantage. Mais actuellement, les transferts de migrants représentent à peu près 60 milliards de dollars. Donc rien que les Africains qui sont en Europe, aux États-Unis, etc., contribuent plus que l'aide au développement. Et malheureusement, ces transferts ne sont pas utilisés d'une façon très productive. Optimale. Mais mon problème principal, c'est que nous avons 600 milliards de dollars en réserve de banque centrale. Nous ne pouvons pas utiliser cet argent en Afrique. Pourquoi? Parce que le FMI a une classification qui oblige à ce que tout cet argent soit mis dans des véhicules financiers AAA. Ces véhicules financiers AAA ne sont pas présents en Afrique, sauf d'une façon très indirecte, ce qui fait que cet argent, il est dans les bons de trésor américains, européens, etc. Nous avons 80 milliards de dollars dans les banques commerciales africaines qui ne sont pas en train d'être utilisés pour différents investissements parce qu'elles font beaucoup d'argent en achetant un peu de la dette publique et donc ne s'intéressent pas vraiment à une activité plus productive. Nous avons les fonds souverains. Enfin, si on met ensemble tous ces éléments, plus le plus important pour moi en termes de scandale, l'argent qui est perdu par les Africains à cause des transferts qui sont faits de ces matières premières dont on paye moins que la valeur réelle. C'est à peu près 60 milliards de dollars d'après nos études. Donc si on met tout ça ensemble, nous avons une situation où l'Afrique a à peu près 1 trillion de dollars qu'elle n'utilise pas. Et vous avez des situations où un pays comme l'Algérie a 200 milliards de dollars dans les réserves et donc rien que l'Algérie, elle pourrait inonder l'Afrique de l'Ouest avec du capital. Donc je pense que l'heure est arrivée pour que l'Afrique soit vraiment capable d'utiliser ses propres ressources. Carlos, merci de ce commentaire et j'espère que mon ami John Quelch, qui va juste après animer la session des fonds souverains, qui va être une session passionnante, va soulever ce point et demander à nos amis qui dirigent différents fonds souverains comment est-ce qu'ils peuvent mieux contribuer à cela. Je souhaite saluer l'arrivée parmi nous de son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République gabonaise. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, qui interviendra juste après la session. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions pour notre ami Carlos Lopez? Nous avons encore 2-3 minutes. Oui, il y a une question au second rang, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Là, au second rang. Levez-vous, monsieur. Le micro numéro 1 arrive vers vous. Si vous avez la gentillesse de vous présenter et de formuler votre question brièvement. Bonjour, je m'appelle Paulo Gomez. Je suis un autre
bissau-guinéen. Et nous sommes extrêmement fiers d'avoir Carlos, Vous pouvez. qui nous représente en ce moment à très haut niveau. J'ai une question très simple. Je crois que les défis qui ont été soulignés, notamment pour la démographie, je voudrais profiter de cette tribune pour aussi éclairer sur deux aspects qui m'inquiètent énormément, pour avoir été ces derniers mois essentiellement en politique dans mon pays. Le premier, c'est le pillage des ressources. Tout à l'heure, Carlos a parlé de la valeur de nos matières premières. Je crois qu'on a besoin d'un exercice pour faire une évaluation claire de la valeur de nos ressources. On ne sait pas vraiment ce que nous avons en matière de ressources minières et autres. Je crois qu'il faut faire une étude plus approfondie sur la valeur de ces ressources et l'existence de ces ressources pour qu'on puisse savoir comment les monétiser. Le deuxième élément inquiétant, c'est le pillage de nos océans. Il y a en ce moment un phénomène incroyable de pillage de ressources halieutiques qui vont bien sûr au-delà des bateaux qui viennent piller dans nos eaux. C'est aussi la question des accords que nous avons, notamment ceux que nous avons avec l'Union européenne, sur lesquels nous devons réfléchir. Et le troisième est plus sensible, c'est le phénomène de la drogue. Carlos a parlé hier des aspects que nous avons en commun avec les pays d'Amérique latine. Mon pays est devenu un pays, une plateforme un peu de transit. Je crois, Richard, que nous devrions, et ton convening power devrait nous permettre d'avoir une discussion franche sur cette question. Je ne parle pas d'aller dans le sens de la légalisation de ce phénomène, bien qu'il y ait une commission importante où il y a Kofi Annan, les grands présidents d'Amérique latine, qui ont fait une proposition dans le sens de la légalisation. Je ne suis pas prêt à faire ce pas, mais je pense qu'il est important qu'il y ait un débat franc, puisque ce phénomène de la drogue est en train de pénétrer tous nos pays, à tous les niveaux. Et nos États faibles que nous avons actuellement ne peuvent pas faire face à cela. Donc il faut en discuter. Nous verrons quelles seront les solutions. En tout cas, mon pays tout seul ne peut pas faire face à ça. Nous venons de finir des élections. J'ai été moi-même candidat et j'ai fini en 3e position. Il y a maintenant un nouveau président. Il faut que nous l'aidions, mais il ne pourra pas s'en sortir tout seul si ce phénomène de la drogue n'est pas discuté au niveau mondial et africain pour que nous trouvions une solution durable. Merci pour cette contribution et on peut applaudir ces interventions et ces sujets extrêmement courageux que je ne manquerai pas de mettre à l'ordre du jour de nos prochains forums avec ton aimable contribution et participation. Et merci pour ta passion. Il y a une question juste au 6e rang, s'il vous plaît. Ce sera le micro numéro 4. Et ce sera malheureusement la dernière question. Vous aurez l'occasion de poser d'autres questions au panel des fonds souverains. Si vous avez la gentillesse de vous présenter. Merci Monsieur Mathias. Je m'appelle Eric Nindou, je suis le directeur de l'information de Vox Africa TV, une chaîne panafricaine. Je salue Carlos, que j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment à Rabat, et qui est un des plus brillants esprits, je pense, africains. Et je voulais justement, de la suite de la conversation que l'on avait eue, qu'il revienne sur un fait, une opinion qu'il a qui est très intéressante, c'est celle des agents de la transformation sociale en Afrique. Il me disait, il ne faut pas simplement compter sur les politiques et pas uniquement sur les présidents. Hier, on a vu le président Kagame et le président Bongo qui ont un leadership important. Et c'est important qu'il y ait à la tête des États des hommes qui ont une vision et qui dirigent leur pays. Mais Carlos, il pense que c'est nécessaire. On va le laisser dire ce qu'il pense. Merci. Carlos, un dernier commentaire. Merci. D'abord, saluer mon compatriote Paulo Gomes, le féliciter pour son résultat de 3e dans les élections présidentielles. Ce n'est qu'un début. Mais voilà, j'allais dire, mais le plus important, c'est que c'est un jeune qui s'est lancé sans parti et qui a pu vraiment mobiliser les jeunes. Donc, Paulo, tu dois continuer. Je pense que... Je pense que la question qu'il a soulevée sur les différents aspects, c'est vraiment le trafic illicite et comment le trafic illicite est responsable pour le pillage et un certain nombre de pertes dans les opportunités de pays comme la Guinée-Bissau. La plus petite économie d'Afrique, je dois dire. Hein, avec combien d'habitants? Avec beaucoup de regrets, 1,5 million d'habitants, mais la plus petite économie du continent. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis très mobilisé. On va changer ça.
Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous avons cette situation, c'est parce que nous avons un phénomène où les conflits sont propulsés par le trafic illicite de toutes sortes et vice-versa. Donc c'est un cercle qu'il va falloir couper. Oui, ce fut le cas en Amérique latine voilà. pendant des années. Donc ça peut vraiment générer des difficultés dans la plupart des pays africains. Et donc Richard, si tu peux vraiment... On va faire ça et on va le faire, on ne va pas attendre, on va le faire dès le 21 septembre à New York, au New York Forum, avant les assemblées des Nations Unies, avec votre contribution. Et un mot seulement sur la question qui a été soulevée concernant le leadership. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent c'est très important d'avoir des présidents visionnaires, capables de mener un programme solide de transformation de leur pays, etc. Mais si on va attendre que 54 présidents en Afrique puissent avoir cette qualité, on ne va pas bouger avec la vitesse nécessaire. C'est une utopie, ça. Donc, je pense qu'il va falloir compter sur les agents de transformation. Et ces agents de transformation, quelquefois, ça peut être un ministre, ça peut être un entrepreneur privé, ça peut être un activiste social, ça peut être un intellectuel qui a fait une conception importante. Une icône de la diaspora. Voilà. Donc, quelqu'un de la diaspora. Donc, je pense qu'il va falloir créer les conditions pour qu'on ne soit pas dépendant seulement du leadership des présidents. Il va falloir qu'on puisse mobiliser les capacités qui existent en Afrique, une créativité gigantesque qui existe dans le continent et qui ne peut pas vraiment être, à ce moment, je pense, plus dans l'embarras de dépendre seulement des politiciens qui sont à la tête des Et ils ont États. des échéances. Voilà, en tout cas, avec Carlos et Polo, on a déjà 2 premiers agents de la transformation sociale. Merci, Carlos Lopez, qu'on applaudit bien fort. Merci. Et je cède la parole à mon ami John Quelch. Merci.